En commençant ce meeting peut-être de manière plus grave que on le souhaitait hier, je parle évidemment de la nouvelle de la mort d'Ivan Colonna, dont je ne parlerai pas longtemps parce que j'ai compris et j'ai entendu également les responsables corses sur la volonté de respecter le deuil, notamment de sa famille, de ses proches, à qui j'adresse pour ma part ses condoléances. Je dirais juste que cette tragédie aurait pu être évitée si, comme nous le demandons avec mon collègue député Hugo Bernalicis et avec d'autres, notamment sur l'instigation des députés corses à l'Assemblée nationale, s'il y avait eu un rapprochement d'Ivan Colonna, comme nous l'avons demandé également pour les autres prisonniers corses, et qu'il est maintenant plus qu'urgent, si le gouvernement, si la majorité veut envoyer des signes d'apaisement, qu'une commission d'enquête parlementaire soit tout de suite convoquée pour connaître la vérité sur la façon dont Ivan Colonna a été tué. Et je dirais juste qu'à ceux qui nous disent que cette commission, c'est compliqué parce que l'Assemblée ne se réunit plus, etc., que l'Assemblée a la possibilité de se réunir jusqu'en juin prochain, et que demain, nous allons être réunis, alors que ce n'était pas du tout prévu, nous sommes en théorie en vacances parlementaires, pour écouter le président ukrainien en plénière. Donc il est tout à fait possible de réunir l'Assemblée nationale pour voter une résolution permettant l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. De même, je ne communiquerai pas outre mesure pour les mêmes raisons et à leur demande sur la rencontre que nous avons eue cet après-midi avec les responsables politiques, là encore corse, je pense à Gilles Silioni, à Jean-Félix Acquaviva, et notamment surtout sur ce qu'ils nous ont dit. Là aussi, je respecterai cette demande. Par contre, je peux évidemment, et ça sera le début de mon intervention, expliquer ce que nous avons dit, ce que nous avons expliqué pour le destin à venir de la Corse et de la République, qui n'est pas d'ailleurs quelque chose de totalement nouveau, puisqu'en réalité, dès 2018, Jean-Luc Mélenchon n'a pas attendu d'être à 19 jours de la présidentielle pour le faire, dans une note de blog, et ici même, moi-même, le 2 et 3 décembre, lorsque je suis venu à Bastia et Ajaccio, nous avons traité de la question de l'évolution du statut d'autonomie de la Corse et la manière dont, si Jean-Luc Mélenchon est élu, nous le voyons. Alors, par rapport à cette question d'évolution du statut d'autonomie de la Corse et de sa place dans la République, certains disent « Tiens, Mélenchon a changé ». Je dois dire que ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a changé, ce sont les événements. Et notre courant politique a une particularité que nous tenons à respecter, c'est la question de la souveraineté populaire. Pour nous, la souveraineté populaire prime surtout. On doit entendre la souveraineté populaire si on ne veut pas justement que d'une question, d'un problème, découle un conflit, voire pire, et un affrontement finalement totalement évitable. Il faut entendre la souveraineté populaire. Et nous avons entendu qu'à travers 3 élections de suite, eh bien, il y avait une majorité, puis une très grande majorité, puis une très forte majorité des habitants de Corse pour élire des députés, élire une assemblée qui soit à forte dominante nationaliste ou autonomiste. Il nous paraît nécessaire que le prochain président de la République, si on ne veut pas justement se retrouver dans le moment de tension dans lequel nous sommes aujourd'hui, à force d'avoir eu un mandat qui finalement n'a servi à rien, sauf à renier les promesses qu'avait fait Emmanuel Macron. Je vous rappelle que quand il avait été élu, il avait mis sur la table la possibilité de l'évolution du statut de la Corse dans le cadre de l'article 72. Je dirais pourquoi tout à l'heure, ce n'est pas ce que nous privilégions, mais force est de constater qu'ensuite, plus rien n'a été fait. Plus rien n'a été fait et il a fallu attendre effectivement les événements récents pour que, à nouveau, un ministre de l'Intérieur, d'ailleurs quasiment contredit tout de suite par le candidat Macron lors de son interview télévisuelle sur TF1, laisse penser que cela pouvait évoluer par la suite, sauf que, jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là, pour l'instant, ne sont pas sûrs d'être majoritaires dans plus d'un mois. Nous espérons même d'ailleurs le contraire, nous espérons que nous le serons, et qu'il est bizarre et quelque peu démagogique de promettre des choses que l'on n'a pas tenues pendant 5 ans. Donc nous l'avons dit, nous pensons que les bases de discussion qu'il pourra y avoir
si Jean-Luc Mélenchon est élu avec la Corse, c'est la question de l'article 74 de la Constitution qui permet d'envisager le changement de la place de la Corse dans le système institutionnel de la République sans pour autant changer le cadre global du système de la République. Autrement dit, sans, à partir du cas de la Corse, de cette île, qui, en bien des aspects, finalement, je veux dire, ressemble à d'autres territoires ou départements insulaires français, peut-être plus éloignés, mais qui ont quelque part des caractéristiques communes. Nous ne souhaitons pas qu'à partir de ça, nous ayons quelque part un émiettement de la République française, surtout à partir du moment où les peuples de différentes régions françaises et autres ne le souhaitent pas. Donc c'est dans l'article 74 de la Constitution que nous entendons faire évoluer les choses. Et ce sera d'autant plus facile, cette évolution, que nous ne serons plus dans la Ve République. Je crois que c'est un élément important à traiter, car je suis pour ma part persuadé que le caractère de la monarchie présidentielle que représente la Ve République, avec ce caractère, j'allais dire, d'un pouvoir centralisé dans les mains d'une seule personne, eh bien, est justement quelque part consubstantiel avec le fait de ne pas pouvoir écouter à un moment donné les aspirations du peuple, à ne pas pouvoir évoluer par rapport à une situation donnée qui est, par exemple, celle de la situation de la Corse. Autrement dit, l'évolution du statut de la Corse sera d'autant plus facile et d'autant plus fait de manière pacifique qu'il se situera dans le cadre d'une Sixième République à laquelle, pour notre part, nous voulons appeler le peuple, justement, à en écrire les règles à travers la Constituante et donc à faire lui aussi émerger bien, ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'implication, la responsabilité citoyenne et la souveraineté citoyenne. Mais la question aujourd'hui posée en Corse n'est pas seulement institutionnelle. Elle pose des questions qui, finalement, si on les regarde bien, valent aussi pour l'ensemble de la République française. C'est notamment la question des services publics. J'ai bien vu qu'ici, comme ailleurs, des dépôts de carburant sont bloqués. Des dépôts de carburant sont bloqués parce que les gens, et ils ont raison, ne supportent plus que depuis septembre dernier, bien avant donc que le conflit en Ukraine éclate, eh bien, il y ait une augmentation de l'énergie, du carburant tel qu'au bout d'un moment, cela devient absolument insupportable pour la plupart de nos concitoyens. Nous avons donné une réponse. Jean-Luc Mélenchon a proposé une solution. Nous l'avions proposé déjà avant même que les élections commencent. Et donc, comme rien n'a été fait, ou très peu, je vais y venir, par le gouvernement, eh bien, il nous appartiendra dans un mois maintenant, si nous sommes élus, de le mettre en application très vite à travers des décrets qui permettront effectivement de réagir face à la situation. Ces propositions, c'est le blocage des prix. C'est le blocage des prix. Parce que la proposition d'un gouvernement qui, par exemple, propose une indemnité inflation pour les revenus en dessous de 2 000 €, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ils ont proposé 100 € en nous disant que ça va être la solution. Nous, au moment où ils ont proposé ça, on leur a dit « Attention, si vous ne bloquez pas les prix du carburant, que vous redistribuez aux gens qui gagnent moins de 2 000 €, 100 €, c'est-à-dire même pas 10 € par mois, eh bien le carburant continue à augmenter, ces 100 € quelque part vont être avalés automatiquement dans le nombre de fois où on fait le plein pour sa voiture. » C'est exactement ce qui s'est passé. Et là, c'est exactement la même chose avec l'histoire des 16 centimes par litre. Alors d'abord, ils inventent une usine à gaz, parce que franchement, c'est un peu compliqué d'avoir un prix affiché à la pompe et puis on va avoir 16 centimes qui seront reversés par litre. Mais surtout, ça a exactement le même désavantage, c'est-à-dire que quand vous mettez en place ce système avec le fait qu'il n'y ait pas de blocage des prix, le prix du carburant continue à augmenter, et bien ces 16 centimes, au bout d'un moment, ne voudront plus dire grand-chose. Donc, avant toute mesure, il faut bloquer les prix, revenir à 1,40 € le litre de carburant tel qu'il était avant la crise. Et pour ceux qui nous interrogent sur la manière dont on va chercher l'argent, on dira qu'en priorité, on peut peut-être aller le chercher au niveau des entreprises comme Total, qui ont fait 16 milliards de bénéfices l'an dernier, en pleine crise du Covid, 7 milliards de dividendes, et il y a peut-être de quoi, j'allais dire, voir avant éventuellement d'envisager des taxes flottantes, comme ça a été fait dans certaines périodes, qui permettent justement de faire varier les taxes, les impôts sur le carburant en fonction de son prix. Cette question, elle est évidemment importante sur le continent, mais elle est encore plus importante en France, en Corse, pardon. Pourquoi est-elle encore plus importante en Corse? C'est que je me suis laissé dire qu'en Corse, on paye environ, en moyenne, 10 centimes d'euros le litre de plus en moyenne que sur le continent.
Pourquoi ça se passe comme ça en Corse? Et c'est le cœur du sujet dont je voulais vous parler. Ça se passe comme ça en Corse parce qu'il y a un monopole d'approvisionnement du carburant, un monopole privé d'approvisionnement du carburant. Et ce monopole privé d'approvisionnement, j'allais dire, des biens communs, on remarque que finalement c'est décliné souvent sur bien des aspects. C'est la question des déchets, par exemple. Monopole privé, de fait, de la question de la gestion des déchets. C'est la question de domaine du bien commun. Et je crois que la seule manière d'envisager de répondre à cette question, eh bien la seule façon d'envisager de répondre, c'est de dire que tout ce qui est lié à la question des biens communs, tout ce qui est lié à la question des droits fondamentaux ne peut être dévolu au marché, ne peut être dévolu à la marchandisation, ne peut être dévolu à la financiarisation. Et que oui, nous revendiquons le fait que ce soit des monopoles qui s'en occupent, mais des monopoles publics, dans le cadre d'une socialisation de ces biens communs et de ces gestions des biens communs. C'est une première réponse, et si j'utilise le terme socialisation, c'est évidemment à dessein. Je n'ai pas utilisé le terme nationalisation, parce qu'il y a différentes formes de socialisation possibles, y compris dans le cadre, par exemple, d'une plus grande autonomie laissée à une île comme la Corse. C'est, à mon avis, un outil absolument indispensable, non seulement, j'allais dire, pour pouvoir bénéficier de biens communs à des prix moins prohibitifs, non seulement parce que c'est plus vertueux. Je crois que je n'ai pas besoin d'épiloguer sur la question des gestion des déchets en Corse pour voir ce que le mot vertueux veut dire dès lors que nous avons des monopoles privés, mais c'est surtout des outils indispensables par rapport à la question de la planification écologique. Nous pensons que la question première qui se pose au pays, mais qui se pose à l'humanité, est la question de savoir si on va pouvoir continuer à respirer sur cette planète dans les années à venir. Et qu'à partir de là, j'allais dire que toute l'économie doit être orientée sur un objectif. C'est de ne plus produire et consommer ce que la Terre ne peut absorber. Vous savez, c'est cette fameuse règle verte que nous voulons constitutionnaliser et à partir de laquelle, eh bien, notre économie devra quelque part, j'allais dire non pas obéir, parce que l'idée n'est pas d'avoir une économie totalement administrée, bien évidemment, mais sur lequel, à partir d'un cap, à partir d'une planification, telle que ça a été d'ailleurs en France pendant des décennies, eh bien, on orientera l'économie en conséquence, et notamment en s'appuyant sur ces services publics. Je l'ai dit pour la question des déchets, je l'ai dit pour la question de l'eau, c'est également vrai pour la question de l'énergie. Et ça recoupe une autre question. La question de l'énergie est absolument fondamentale, évidemment, en termes de biens communs, donc en termes de pôle public de l'énergie. Elle est fondamentale pour répondre à la crise de l'énergie, à la crise écologique. Mais elle est aussi fondamentale parce qu'on voit bien que la question de la guerre en Ukraine pose la nécessité de la souveraineté énergétique d'un pays. Si aujourd'hui il nous est difficile de répondre, par exemple, par tel ou tel embargo, c'est parce que nous sommes très largement dépendants, en termes d'énergie, de beaucoup d'autres pays. Et j'allais dire que tous ceux, notamment Emmanuel Macron, qui proposent qu'à l'avenir, la question énergétique soit laissée au nucléaire, et un développement du nucléaire qui, il nous promet, il dit 6, 8 EPR. Je rappelle que les EPR, il n'y en a pas un qui fonctionne en France, il n'y en a pas un qui fonctionne dans le monde, et que l'EPR de Flamanville, pour l'instant, son coût a été multiplié par 3 depuis le début de sa construction, et qu'on n'a toujours pas été capable, pour l'instant, de les faire fonctionner. Mais en plus de ça, il faut rappeler que s'il n'y a pas le Niger, s'il n'y a pas le Kazakhstan, nous n'avons pas l'uranium pour produire de l'énergie nucléaire. Donc, la question, c'est le 100% renouvelable. Et là, on voit bien aussi, justement, l'intérêt, à un moment donné, d'une autonomie énergétique dans le cadre d'une île comme la Corse. Il est évident qu'avec la place du littoral, avec les éléments naturels en Corse, il y a possibilité, à partir du moment où le cap est donné, la volonté est d'aller vers 100% renouvelable d'ici 2050 et d'avoir une souveraineté énergétique en Corse, de façon à produire ce dont la Corse a besoin en matière énergétique. Alors pour ça, vous me direz, il faut des investissements. Ben oui, raison pour lesquelles on propose non pas 30 milliards d'investissements comme le propose le candidat Macron sur 5 ans, c'est ce qu'il propose pour le numérique, pour l'énergie. On ne sait pas très bien comment il va faire à la fois le nucléaire, à la fois du renouvelable avec aussi peu d'argent, mais 200 milliards sur 5 ans qui sont nécessaires à la fois pour isoler les bâtiments, parce que la première question énergétique, c'est d'abord la sobriété énergétique, mais aussi d'aller justement sur le 100% renouvelable.
La question aussi de la santé est évidemment essentielle, et ce n'est pas ici en Corse que je vais expliquer le bilan catastrophique de la gestion, j'allais dire, du marché sur la question de la santé. La Corse n'a même pas un CHU, vous le savez. Pour des opérations très graves, on est obligé d'utiliser l'hélicoptère pour aller à la Timone. Je pense notamment, par exemple, aux opérations très graves qui ont été nécessitées par les jeunes qui ont reçu des tirs de LBD il y a quelques jours, notamment à Ajaccio et Bastia, avec des blessures qui sont des vraies blessures de guerre. Mais cette question de l'hôpital pose aussi la question, évidemment, qu'on arrête la fermeture de lits. 17 000 lits fermés en France depuis 5 ans, 5 000 pendant la crise du Covid, et qu'on ait aussi une politique où, à nouveau, quelque part, le personnel des hôpitaux soit respecté. Moi, la dernière fois que je suis venu en Corse, à Ajaccio, j'ai vu notamment les soignants qui sont dans une situation où, s'ils ne voulaient pas être vaccinés, se sont retrouvés suspendus, voire pour certains licenciés de fait, alors que nous avons besoin de soignants partout. Une des premières mesures que nous prendrons, ça sera évidemment la réintégration de ces soignants, parce qu'il n'est pas admissible que pour travailler, on oblige à un vaccin, alors que l'obligation vaccinale n'existe pas, et que surtout, on se retrouve sur la situation aberrante où on a un ministre de la Santé qui explique que quelqu'un qui est positif, un soignant positif mais vacciné peut aller travailler, alors qu'un soignant qui n'est pas vacciné mais qui peut donner un pass négatif ne le peut pas. C'est enfin, et c'est le dernier point que je vais évoquer en termes de service public, enfin ce n'est pas justement suffisamment un service public, mais la question du logement, qui là aussi, j'allais dire, c'est clair, avec le même angle et la même racine du problème, que ce soit en Corse ou sur le continent. Il n'y a pas longtemps, j'ai voté une proposition de loi, nous avons voté avec les députés France Insoumise, proposée par le député Aquaviva, dans le cadre d'une niche parlementaire, qui visait à proposer une évolution statutaire de la Corse pour lutter contre la spéculation immobilière, et surtout la spéculation immobilière à travers la question des résidences secondaires. 37,5% de résidences secondaires en Corse, près de 80% dans des zones touristiques denses. Je pense par exemple à des zones près de Porto Vecchio. Le maire de Zonza que j'avais rencontré m'expliquait quel était le problème. La plupart du temps, en plus, qui sont des résidences secondaires qui ne servent même pas, j'allais dire, pour quelqu'un qui vient en Corse de manière régulière en vacances, mais très souvent pour du Airbnb, pour de la spéculation, et avec une situation, c'est qu'on se retrouve avec des résidents qui ne peuvent même plus vivre dans la commune qui est la leur, parce que les prix du logement montent trop haut. C'est évidemment une situation absolument insupportable. C'est une situation insupportable, et dans la même note de blog que j'ai citée tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, il avait évoqué la possibilité d'un statut européen des territoires ultra-périphériques. Bon, c'est assez curieux le terme ultra-périphérique pour la Corse. Il y a un côté européen centré qui est bizarre. On veut bien considérer que la Corse est en plein milieu de la mer Méditerranée et que c'est plutôt une position centrale qu'une position ultra-périphérique. Mais en tout cas, ce statut permettait justement d'entrevoir à un moment donné un statut de résident qui vous permettait d'avoir une priorité sur la question du logement qui se retrouvait en accession à la propriété ou à la location dans telle ou telle ville. Je crois que c'est évidemment quelque chose d'indispensable, parce que ce n'est plus supportable, et que il y a pas mal de gens qui sont de ma génération ici, le terme parlait beaucoup dans les années 70, mais je crois que plus que jamais, on doit pouvoir revendiquer de vivre, travailler et, j'allais dire, se loger au pays. Et que ce n'est pas supportable de ne plus pouvoir le faire parce que l'esprit dû à la spéculation immobilière augmente. Et là encore, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la Corse. Si ce système, moi je suis député de Seine-Saint-Denis, les habitants actuels des villes périphériques de Paris, qui connaissent ce qu'on appelle une gentrification, c'est-à-dire des classes moyennes, puis après des classes riches qui sont chassées des centres urbains par le prix de l'immobilier et gagnent donc des villes périphériques, eh bien on se retrouve dans une situation où, à partir du moment où c'est le marché qui commande, les prix du logement augmentent de telle manière que les gens qui habitaient ces villes sont repoussés toujours plus loin de leur lieu de vie et de leur lieu de travail. C'est évidemment quelque chose d'absolument insupportable, mais qui n'est pas dû, j'allais dire, à une loi naturelle. Il est dû au fait qu'en France, depuis des années maintenant, le logement est de plus en plus cher. Et si le logement est de plus en plus cher, c'est parce qu'on a créé la situation où l'offre est très largement inférieure à la demande. Et on l'a créé notamment en construisant de moins de logements sociaux. Vous connaissez le problème en Corse, il y a 10% de logements sociaux, mais par exemple, on a construit en France, sous Macron, 30% de logements sociaux en moins
que les années précédentes où déjà on avait eu un large déficit. Donc ce que nous disons avec l'Avenir en commun, c'est que la question du logement, qui est un des droits les plus fondamentaux, le fait de dire qu'un toit c'est un droit, ça devrait être plus que jamais nécessaire, eh bien se résout justement en revenant sur la question de la marchandisation et de la financiarisation. Ça veut dire construire 1 million de logements sociaux dans les 5 ans à venir, comme nous le proposons. Ça veut dire de bloquer les prix des loyers à la baisse. Ça veut dire de créer des logements étudiants. Ça veut dire aussi de créer une garantie universelle qui permet, parce que c'est souvent le problème pour les gens qui veulent se loger et à qui on demande d'avoir des garanties de leurs parents, d'avoir je ne sais combien de revenus mensuels supérieurs au prix du logement, c'est aussi que l'État se porte garant des garanties, ce qui fait que si un propriétaire a un problème à un moment donné pour être payé, il se retournera vers l'État. C'est donc le logement, là aussi, un point, j'allais dire, commun entre la situation que subit la Corse et la situation que subit la République de manière générale. À travers les exemples que je voulais ici souligner, c'est pour mieux préciser à quel point, finalement, cette question des gestions des biens communs est importante. Et là, j'allais dire que les présidentielles vont permettre un choix. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le programme d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez entendu, parce que c'était un peu gonflant, hein, son émission où il a expliqué pendant 4 heures devant toutes les télés, c'est-à-dire que comme au cadre démocratique, on fait quand même mieux, mais où il a expliqué absolument son programme. Et il a dit des choses qui sont quand même, si on les lit bien, si on l'entend bien, les prémices en réalité à une dérégulation totale des services publics. Quand il explique que les enseignants pourront être plus libres, nonobstant le fait que s'ils veulent gagner plus, il faudra qu'ils travaillent plus en faisant les devoirs du soir et en étant des enseignants remplaçants, en plus de leur statut de remplaçant actuel, il a aussi souvent évoqué la question de la liberté. À Marseille, il n'y a pas longtemps, il a expliqué ce que ça voulait dire. Ça veut dire, par exemple, qu'un directeur d'école avait la liberté de recruter, avait la liberté de choisir les enseignants, etc., etc. Il a dit exactement la même chose pour les universités, en disant qu'il fallait plus de compétition. Il a dit la même chose pour la santé. Autrement dit, le modèle d'Emmanuel Macron, c'est un vieux modèle. Reagan, Thatcher, on connaît, il y a 30 ans, et il choisit finalement, 30 ans après l'échec de ce modèle, d'aller encore plus loin. Donc on voit bien qu'il y a 2 mondes qui s'affrontent. Je dis il y a 2 mondes parce que si vous regardez, scrutez les programmes de Le Pen, de Zemmour, de Pécresse, sur le plan économique, social, dans l'attitude vis-à-vis des services publics et autres, c'est la même chose. Donc il y a bien 2 mondes qui s'affrontent. 2 mondes qui sont le nôtre, où nous estimons que les biens communs de l'humanité doivent être gérés par des services publics et des services publics avec des fonctionnaires, avec des travailleurs qui ont des statuts de services publics, et y compris avec des fonctionnaires qui doivent permettre que les contractuels actuellement embauchés par la fonction publique soient titularisés. Mais c'est évidemment 2 mondes. C'est évidemment 2 mondes aussi, là je le dirai rapidement, qui s'affrontent sur la question du partage des richesses, le partage du temps de travail. Ça fait 30 ans que dans ce pays, le capital coûte trop cher au pays. Et là, chez Emmanuel Macron, qui a été le président le plus inégalitaire de la Ve République, ça a été encore pire. Jamais les riches ont eu autant de cadeaux. Jamais dans ce pays, il a été profitable d'être non seulement riche, mais riche par la rente capitaliste. Donc la question aussi, c'est de faire en sorte qu'on remette, j'allais dire, le monde à l'endroit. C'est-à-dire qu'on remette à nouveau le fait que les moyens doivent d'abord, et les revenus doivent d'abord aller vers ceux qui ont leur force de travail pour vivre. Donc ça veut dire le SMIC à 1 400 € net. Ça veut dire la retraite, jamais aucune retraite en dessous du SMIC. Ça veut dire le fait de garantir, notamment pour la jeunesse, le fait que quand on est en train de faire des études, on est au lycée professionnel, on puisse vivre au minimum avec 1 000 € par mois sans travailler, mais en se consacrant à ses études. C'est remettre le curseur vers le revenu du travail, ce qui permettra une consommation populaire, ce qui permettra justement de relancer l'économie de manière écologiquement et soutenable et socialement évidemment bien plus profitable. Or ça, là aussi, regardez bien les programmes, notamment la retraite. Je termine là-dessus. Ce système de la retraite que Macron veut prolonger à 65 ans, que Mme Le Pen, l'autre jour, a commencé également, non seulement à dire qu'elle allait remettre la retraite à plus de 62 ans, mais a commencé à parler des annuités de cotisation, où on a compris que derrière ça, c'est aussi prolongé à 65 ans. Je ne parle pas de Zemmour et Pécresse, eux, ils sont à 67. Nous disons une chose, c'est que le monde que nous voulons, la société que nous voulons, ça ne peut pas être de toujours plus travailler. Ça ne peut pas être de toujours plus travailler quand en plus il y a 6 millions de chômeurs.
et que le partage du travail, le partage du temps de travail, eh bien, c'est une société non seulement égalitaire, mais apaisée, qui peut justement, à partir de là, s'ouvrir devant nous. Et cette question des retraites, je trouve qu'elle synthétise tout. Entre Emmanuel Macron qui explique à tout le monde qu'il faut travailler plus, on ne sait pas pourquoi, travailler plus au service de qui? De plus de bénéfices, de plus de profits, et celui de Jean-Luc Mélenchon qui est de dire nous on veut une retraite à 60 ans, avec 40 annuités de cotisation, aucune retraite en dessous du SMIC, c'est tout le monde qui sépare, j'allais dire, ce monde égoïste, ce monde de l'affrontement permanent, ce monde de la compétition, comme dirait Emmanuel Macron, et j'allais dire une certaine idée de la République, qui est celle qui est née dans ce pays et dans la République il y a un peu plus de 200 ans, qui est l'idée que doit primer la liberté, bien sûr, mais également l'égalité et la fraternité. C'est tout ça qu'on peut peut-être commencer à résoudre avec cette élection présidentielle. Il nous reste 19 jours. Tout indique qu'on peut être au deuxième tour. Tout indique qu'on peut être au deuxième tour, ce qui déjà sera largement plus respirable, parce que mieux vaut, j'allais dire, un affrontement entre le monde de Macron et notre projet de société, entre le président des riches et le candidat du peuple. Mais en plus de ça, dites-vous bien que si nous sommes au deuxième tour, le match recommence. Et qu'il n'est absolument pas écrit que celui qui finalement l'emporte soit celui qui propose un qui tout double et de recommencer les 5 ans que nous venons de vivre, qui ont été 5 ans très mauvais pour la République, pour l'égalité, pour la liberté et même pour la démocratie. Voilà le choix qui s'offre à nous et voilà ce que je voulais, pour ma part, vous dire ce soir. Merci.